Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo des principes talosiens. Aujourd'hui, je vais vous résumer un autre des meilleurs dialogues de Platon selon moi, qui est le Gorgias. Le Gorgias de Platon est un dialogue centré sur la rhétorique, le pouvoir et la justice, dans lequel Socrate débat et a affaire à trois interlocuteurs qui sont respectivement Gorgias, Polos et Calliclès. Qui sont ces trois personnages? Eh bien, commençons par présenter Gorgias. Gorgias est un célèbre sophiste et orateur, originaire de Léontinoi en Sicile. Il est reconnu pour sa maîtrise de la rhétorique, et dans le dialogue de Platon, il incarne l'éloquence et l'art du discours. Polos, lui, est le disciple de Gorgias, il est évidemment donc sophiste, mais il a une vision plus naïve et agressive de la rhétorique. Pour finir, Calliclès est un personnage plus mature et plus brutal dans ses idées que Polos, et représente presque parfaitement une forme d'hédonisme et de cynisme moral. Il est présenté comme un homme politique athénien qui méprise les conventions sociales et morales. Néanmoins, il faut quand même préciser que l'existence de Calliclès est discutée. La raison principale est que le Gorgias est le seul et unique texte mentionnant ce personnage. Aucun autre écrit ancien grec ou même postérieur n'a pu corroborer son existence. Difficile donc de savoir s'il est une pure invention de Platon ou s'il a réellement existé. Nous n'en dirons pas plus. À travers les discussions du Gorgias, Platon soulève des questions sur la vraie nature de la vertu, du bonheur et sur l'utilité véritable de la rhétorique. Ce dialogue explore aussi la distinction entre l'apparence et la réalité dans la quête de la vérité et de la justice. Le dialogue commence avec une question clé posée par Socrate à Gorgias, maître rhéteur. Qu'est-ce que la rhétorique? Gorgias ne répond pas clairement et immédiatement à cette demande, il laisse Socrate continuer à poser ses questions et tirer ses propres conclusions. Ceci n'est que mon interprétation, mais je pense que cette attitude est volontaire, car Gorgias sait que Socrate est en quelque sorte le sniper de la dialectique à Athènes, voire en Grèce, et que peu de choses ne lui échappent. Je suppose donc que Gorgias ne veut pas donner de grain à moudre à Socrate, mais adopte plutôt une approche défensive, en espérant que Socrate fasse une erreur. Au bout d'un moment, Gorgias, sentant qu'il lui sera difficile de cacher plus longtemps son jeu, finit par répondre de manière plus claire à Socrate, en disant que la rhétorique est l'art de persuader, un outil puissant permettant d'influencer les jugements publics sans forcément avoir une expertise sur les sujets discutés. Selon lui, un bon orateur peut convaincre même les experts dans des domaines comme la médecine, la géométrie et même la justice. Socrate, toujours critique, interroge la légitimité morale de cette forme d'influence. Il soutient que la rhétorique n'est pas un vrai savoir, mais une sorte de flatterie, une technique qui vise à plaire et à manipuler plutôt qu'à dire la vérité. Il va plus loin encore en comparant la rhétorique à la cuisine. Tout comme la cuisine flatte le goût sans se soucier de la santé, la rhétorique flatte l'auditoire sans se soucier du bien ou du juste. Dans cet échange, Platon met en garde contre le pouvoir de la persuasion, qui peut détourner les gens de la vérité, et pointe également les dangers de laisser ceux qui n'ont pas de connaissances véritables diriger les affaires publiques. Le débat se poursuit avec Polos, élève donc de Gorgias comme on l'a dit, qui réagit aux critiques de Socrate. Selon Polos, la rhétorique donne un pouvoir immense, celui de dominer les autres et d'obtenir ce que l'on veut. Il défend l'idée que le but de la vie est de satisfaire ses désirs et que la rhétorique permet d'y parvenir. Socrate soumet une réfutation de cette vision en proposant une distinction fondamentale. Le véritable pouvoir n'est pas celui de satisfaire ses désirs, mais de faire le bien. Il explique que commettre une injustice est plus nuisible pour l'âme que de la subir, car elle déforme notre caractère moral. Et selon Socrate, faire le mal corrompt l'âme et mène à l'injustice, tandis que la justice permet à l'individu d'être en harmonie avec lui-même. Pour illustrer cette idée, Socrate donne l'exemple d'un tyran qui, bien qu'il puisse sembler tout puissant, avec une garde personnelle, de nombreux biens et une autorité suprême, vit en réalité dans la peur et l'insécurité constante, car il est victime de ses propres excès. Le pouvoir véritable, selon Socrate, consiste à maîtriser ses passions et à agir de manière juste, et que c'est ce comportement-là qui est la clé du bonheur. Enfin, Calliclès, le troisième interlocuteur, pousse le débat encore plus loin. Contrairement à Polos, il rejette complètement les notions traditionnelles de justice. Il défend une position plus extrême,
affirmant que les lois de la justice sont des inventions des faibles pour contenir les forts. Selon lui, les véritables individus puissants et naturels sont ceux qui osent suivre leurs désirs sans restriction. Pour Calliclès, le bonheur réside dans la satisfaction sans limite de ses désirs, et il méprise la maîtrise de soi prônée par Socrate. Socrate répond à cette vision en mettant en lumière l'importance de la tempérance. Il compare l'homme qui cherche à satisfaire tous ses désirs à un tonneau percé qui ne peut être jamais rempli. La satisfaction sans fin des désirs mène à l'insatisfaction perpétuelle, tandis que la modération, la maîtrise de soi et la recherche de la justice apportent un bonheur durable. Pour Socrate, la vie vertueuse, où l'on contrôle ses désirs et on agit selon la justice, est la seule qui vaille la peine d'être vécue. Malheureusement, après l'exposition du contre-argument de Socrate, Calliclès, ne possédant plus les outils pour le réfuter, tombe dans une forme de non-débat. Il décide d'arrêter de se prêter au jeu de la dialectique socratique et cesse de répondre de manière constructive. Ce dernier se replie dans une posture de rejet et accuse Socrate d'user de sophismes et se montre visiblement irrité de ne plus avoir grand-chose à rétorquer. Socrate décide tout de même de terminer à développer son argumentation de manière unilatérale. Il conclut sur une vision eschatologique qui, selon lui, renforce son argumentation. Après la mort, les âmes seront jugées. Celles qui sont justes iront vers une récompense, tandis que les âmes injustes subiront un châtiment éternel. Cette vision souligne l'importance de la vertu, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Le Gorgias se termine sur une affirmation forte de Socrate. La vie la plus juste est aussi la plus heureuse. Alors, je précise que pour certaines écoles herméneutiques, ou d'interprétation des textes si vous préférez, Socrate ne clôture pas clairement le débat, dans le sens où il ne réfute pas fermement Calliclès. Ceci est bien évidemment discutable, et pour ma part, je pense plutôt que Socrate a à demi convaincu Calliclès de la pertinence de ses arguments. En effet, la fin donne tout de même l'impression que Socrate a dominé le débat, non pas parce qu'il a convaincu Calliclès, mais parce que ce dernier s'est retiré. Cela reflète à mon sens une victoire presque morale et philosophique. En conclusion, Platon nous invite à tirer plusieurs leçons de ce dialogue. Tout d'abord, qu'il ne suffit pas de posséder le pouvoir de convaincre ou de dominer les autres, la vraie question est de savoir si cet usage du pouvoir est aligné avec la justice. La véritable vertu réside dans la maîtrise de soi, la quête de la vérité et la pratique de la justice. Ensuite, ce dialogue met en lumière les dangers de la manipulation rhétorique et de la recherche du plaisir à tout prix, tout en affirmant que la justice et la vérité doivent guider nos actions pour que nous puissions atteindre le bonheur véritable. Pour finir, Platon utilise l'échange avec Calliclès pour critiquer les formes d'hédonisme et de relativisme moral, voire de nihilisme, qui cherchent à réduire le bonheur à la simple satisfaction des plaisirs. Il montre que la recherche du plaisir sans limite finit par détruire l'individu moralement. Pour ce qui est de mon avis sur ce livre, je dirais qu'il fait partie, au même titre que le Protagoras ou Apologie de Socrate, de mes dialogues de Platon préférés. Socrate fait face à des opinions visant l'éloge d'un hédonisme et d'un cynisme moral de plus en plus radical, et ses objections, autant que celles de ses adversaires, sont très intéressantes et instructives. C'est aussi pour ça que je pense que c'est un des meilleurs dialogues par lequel je conseille aux débutants en philosophie grecque et même en philosophie en général de commencer. La lecture est assez facile et peu de termes et de concepts vraiment compliqués y sont abordés. C'est un dialogue qui se lit assez rapidement et qui devrait d'ailleurs, je pense, vous convaincre de lire d'autres œuvres de Platon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, et bien évidemment à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo des résumés d'ouvrages philosophiques. Allez, tchuss!